Bonjour. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur aujourd'hui d'ouvrir les 6e États généraux du lien et vous voir toujours aussi nombreux à nous soutenir dans notre lutte pour l'information et les études sur les infections nosocomiales et plus généralement pour une meilleure qualité des soins. Je me permettrai aujourd'hui un petit rappel car au-delà de ces 6e États généraux, nous fêtons cette année les 20 ans du lien. 20 ans d'une lutte dans laquelle nous nous sommes unis dans le sens premier du mot « lien ». C'est ce lien que nous essayons de recréer entre professionnels et patients dans le respect des droits et des devoirs de chacun pour une médecine plus humaine qui prend en compte la fragilité, la douleur et la peur pour qu'une blouse blanche ne se transforme plus en armure. Pour reprendre les mots que Didier Tabuteau a utilisés un jour pour décrire le lien, il y a dans votre démarche une éthique de la responsabilité. Critiquer à condition de proposer, déstabiliser à condition de construire, contester à condition de créer. Déjà 26 ans que je porte dans mon cœur la souffrance de la négligence, l'incompétence et la cupidité, de la volonté de taire ce qui est dû à toute personne, la vérité. Un de mes auteurs préférés, Frédéric Lenoir, a écrit dans La guérison du monde « Est vrai ce qui permet d'orienter sa vie et ses actes de manière juste ». C'est ce que demande le patient, une information loyale pour orienter ses choix en santé et ce, en toute confiance envers le soignant qu'il a choisi. Je n'imaginais pas que 20 ans après que les liens allaient devenir une association internationalement reconnue. Je pense particulièrement au colloque que nous avons en 2015 organisé à l'Assemblée nationale avec l'OMS. En 20 ans, le lien a fait passer les infections nosocomiales de l'ombre à la lumière, en faisant un enjeu majeur de santé publique. Nous avons eu de nombreuses satisfactions. Je pense à la loi Kouchner sur les droits des personnes malades de 2002, qui notamment consacre la responsabilité sans faute des infections nosocomiales et l'indemnisation de l'aléa thérapeutique. Je pense au tableau de bord des infections nosocomiales lancé en 2005 par Xavier Bertrand, mais aussi à la création en 2007 des centres régionaux des infections ostéo-articulaires, les CRIOA. 8 services en France spécialisés sur la prise en charge des infections ostéo-articulaires les plus graves, qui disposent de moyens ciblés, et je pense enfin à la construction de la démocratie en santé, dans laquelle le lien s'est impliqué dès 1997 en rejoignant le collectif interassociatif sur la santé, le CIS, auquel le lien a donné 2 présidents, dont Claude Rambaud, que je salue et qui reste plus que jamais impliqué au sein du lien, et bien entendu mon cher époux Alain Michel, qui a été élu en mai dernier premier président de l'Union nationale des associations agréées du système de santé, résumé en France Asso Santé. Pourquoi avoir appelé la manifestation de l'autorité en santé? Parce que nous avons souhaité nous interroger collectivement aujourd'hui sur le qui décide. Qui décide des normes? Qui décide de les faire appliquer? Qui décide de les appliquer avec ou sans autorité parce qu'elles s'imposent naturellement? Qui décide de les contourner ou de les transgresser? Dans le soin, transgresser, c'est faire prendre un risque inutile aux malades, et je puis en témoigner. Heureusement, les pouvoirs publics veillent, ils évaluent, contrôlent, corrigent et, le cas échéant, sanctionnent. Si cela ne suffit pas, la justice intervient et punit. Ça, c'est le monde idéal. Dans la vraie vie, on s'aperçoit malheureusement que faire changer les pratiques dans le monde de la santé prend du temps, trop de temps. Dans le monde de la santé, on interdit peu, on recommande. Dans le monde de la santé, on ne sanctionne pas, on sensibilise.
Dans le monde de la santé, le mot « autorité » ne semble pas avoir la même signification qu'ailleurs. La sécurité des soins semble baigner dans un bain de compromis, dans lequel le sort du malade peut dépendre de la seule vision qu'un soignant se fait de ses bonnes pratiques, de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est acceptable éthiquement. En 2017, un acteur de santé peut s'affranchir des dispositions des autorités sans prendre grand risque tant qu'il n'y a pas de plainte. Un peu comme si on reprocherait à un automobiliste de rouler au-dessus de la vitesse autorisée que lorsqu'il est responsable d'un accident grave, en sanctionnant la transgression précisément afin d'éviter l'accident. J'exagère, me direz-vous? Prenons l'hygiène. Comment en 2017 peut-on avoir encore des soignants ne pas respecter les protocoles de lavage des mains? Il y a peu de temps, dans un établissement de soins, une infirmière a tenté de me poser une perfusion sans utiliser de solution hydroalcoolique. Qui évalue et contrôle les pratiques de cette infirmière dans cet établissement? Combien de soignants avec des bijoux dans nos hôpitaux et cliniques? Que font les directeurs d'établissement? Un défaut de tenue sera sanctionné lourdement dans un laboratoire agroalimentaire ou de microélectronique. Un défaut de tenue à l'hôpital ne fera réagir personne dans nombre d'établissements de soins. Qui n'a pas vu des soignants en tenue de bloc fumer leurs cigarettes à l'extérieur ou en blouse blanche au réfectoire? Oh, je sais, pour beaucoup, ce sont des transgressions minimes, sans grandes conséquences. Mais non seulement ce n'est pas vrai, mais cela témoigne surtout d'une culture de la négligence et du laisser-faire où l'autorité a disparu. Que dire de l'utilisation des téléphones portables dans les blocs opératoires? Ne sont-ils pas tout bonnement interdits dans les blocs opératoires, les portables? Ils le sont. Vous en êtes certain? Pourquoi un médicament utilisé hors AMM pour le déclenchement de l'accouchement, considéré depuis 2013 très dangereux tant pour l'enfant à naître que pour la maman, est-il encore aujourd'hui utilisé dans nos plus grands hôpitaux? Nous en parlerons dans quelques minutes avec les victimes et les autorités sanitaires. La sécurité des patients mise en jeu ne s'arrête pas là. Nous verrons que le doute ne profite pas toujours aux patients, notamment au travers de la polémique sur la douche préopératoire, où le principe de prudence semble échapper à quelques-uns. Dans nos débats de ce matin, les professionnels nous apporteront les dernières connaissances sur la résistance aux antibiotiques qui nous soignent. Où en est-on? Faut-il en avoir peur? Que peut-on mettre en place pour nous en prémunir? Tout le monde le sait, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Nous interrogerons les industriels et les économistes de la santé sur le prix des médicaments et de l'innovation. Peut-on accepter de ne pas offrir à tous les patients les mêmes avancées thérapeutiques? Pardon. Peut-on, doit-on imposer un prix raisonnable à l'innovation en santé? Le mois dernier, une mission flash de l'Assemblée nationale sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, soulignait que ces lieux de vie dans lesquels on soignait étaient devenus des lieux de soins dans lesquels on vit, et que médicalisation ne signifie pas forcément déshumanisation, une conviction que partage le lien. Dans l'après-midi, nous nous intéresserons donc à la sécurité et la qualité des soins en EHPAD et en établissement réalisant des soins de suite et de support SSR, au travers notamment de la question essentielle de la surmédicalisation de nos aînés, et de la qualité de vie au travers de l'alimentation. Est-ce une fatalité que de mal manger en établissement de soins? La sécurité numérique est un champ nouveau de la sécurité du patient dans les données de santé individuelles, représentant pour beaucoup un intérêt majeur. Sur ce terrain, nous rechercherons à comprendre le rapport bénéfice-risque pour les citoyens, comment les autorités nous protègent et s'il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Il existerait plus de 100 000 applications de santé, de bien-être et de sport.
Si compter ces pas nous paraît inoffensif, qu'en est-il de la déclaration d'événements indésirables en ligne via une application smartphone? Que deviennent nos ordonnances confiées aux pharmaciens? Pourquoi et comment leurs données sont utilisées par des sociétés privées? On nous promet des dispositifs médicaux connectés qui demain nous surveilleront en continu. Et confier à un serveur informatique son poids, ses habitudes de vie, ses pathologies, n'est-ce pas prendre le risque éthique d'un secret médical trop largement partagé? Nous délivrerons en fin d'après-midi le prix Espoir Patient 2017. Il s'agit, comme à chaque édition, de mettre en lumière un acteur en santé dont l'initiative ou l'innovation nous semble porteur d'espoir. Cette année, ce ne sont pas un acteur, mais 2 acteurs qui auront attiré notre attention. Madame la ministre, ne pouvant être là aujourd'hui, nous a fait l'honneur d'une vidéo que nous allons maintenant pouvoir passer. Elle a voulu s'exprimer devant nous, devant vous, et je vais donc lui laisser la parole. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, en vous remerciant tous pour votre implication et de voir tous ces projets qui avancent, me disent qu'il y a encore du travail à faire, mais merci à tous d'être là.